Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire HandiFocus de la filière HandiRare qui sont des webinaires dédiés aux anomalies de développement et sur des thématiques d'actualité et spécifiques. Ces webinaires sont organisés alternativement par un des 6 centres de référence de notre filière HandiRare et c'est donc le 5e que nous allons faire ce soir. Ces webinaires sont plutôt dédiés à la filière de soins, c'est-à-dire aux pédiatres, à la filière médico-sociale, aux étudiants en médecine, aux associations de patients et bien sûr aux paramédicaux. Alors, il y a déjà eu 4 webinaires HandiRare que vous avez ici sur l'écran et que je ne vois personnellement pas très bien, mais que je vais vous dire. Donc le premier était organisé par le CLAD Est et traitait de la démarche diagnostique dans les maladies rares. Le second, HandiFocus, organisé par le CLAD Île-de-France, portait sur le suivi et la prise en charge pour accompagner la démarche diagnostique d'un enfant porteur d'une anomalie de développement. Le troisième webinaire, organisé par le CLAD Ouest, questionnait la nécessité d'une coordination pour soutenir les personnes malades confrontées à des situations complexes. Et enfin, le quatrième, organisé par le CLAD Sud-Est, nos collègues de Marseille, était dédié à la microdélétion 22Q11.2 et au syndrome de Williams et Buren. Donc nous vous rappelons que vous pouvez revoir en replay tous ces webinaires sur la chaîne YouTube de la filière et sur le site internet de la filière. Donc pour ce 5e HandiFocus, nous vous proposons un webinaire sur le dépistage néonatal, ses actualités et les perspectives du dépistage néonatal, puisque c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur dans notre centre de référence du sud-ouest de la France que nous coordonnons à Bordeaux. Donc avant de débuter nos échanges, nous allons présenter les intervenants de cette table ronde. Donc, je suis Didier Lacombe, coordonnateur du centre de référence du CLAD Sud-Ouest de la filière HandiRare et également coordonnateur du centre régional de dépistage néonatal de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, je suis Julien Van Gils, donc je suis médecin généticien dans le même centre que le professeur Lacombe au CHU de Bordeaux en génétique médicale. Bonjour, professeur Laurence Fèvre, donc responsable du centre de référence sur les anomalies du développement au CHU de Dijon et responsable de la filière HandiRare. Donc merci à tous pour votre présence et je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat et nous nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de ce webinaire. Donc pour nous interviewer avec nous, le docteur Marie Bournez, pédiatre au CHU de Dijon, qui va nous interroger. Merci. Bonjour à tous. Alors sur ce sujet, ma première question est, voilà, le dépistage néonatal, c'est une question d'importance pour tous les pédiatres et il semble que les choses évoluent et assez rapidement dans le domaine. Est-ce que vous pourriez nous faire déjà un rappel sur les grands principes du dépistage néonatal ? Alors merci beaucoup. En effet, le dépistage néonatal consiste à dépister chez tous les nouveau-nés de façon systématique des maladies qui sont généralement des maladies rares et des maladies génétiques, maladies pour lesquelles, s'il n'y a pas un dépistage précoce, l'évolution de l'enfant et donc le diagnostic à un âge plus tardif va entraîner des lésions irréversibles. Le plus souvent, la prise en charge précoce de ces nouveau-nés dépistés consiste en une approche thérapeutique, en un traitement, et l'exemple qui va être repris avec Julien est celui d'éviter la déficience intellectuelle dans des maladies comme la phénylcytonurie et l'hypothyroïdie congénitale, mais la prise en charge peut également être une démarche de prévention afin d'éviter certaines complications sévères. Alors, comme vous le voyez sur la prochaine image, les maladies dépistées à la naissance doivent remplir les critères dits de Wilson et Jugner, définis en 1970 et aujourd'hui cooptés par l'Organisation mondiale de la santé. On ne va peut-être pas tous vous les lire, vous les avez sur le diapo, mais il faut que ce soit un problème important de santé publique qui bénéficie d'un traitement efficace, avec un test de dépistage là aussi efficient et une maladie bien connue, notamment au niveau de son
histoire naturelle avec un protocole de traitement qui soit bien défini et un rapport, vous voyez, il y a toujours maintenant une approche médico-économique, donc un rapport coût-bénéfice qui ne soit pas disproportionné. On peut regretter que le dépistage néonatal, aujourd'hui, n'est en aucune façon coordonné au niveau international. C'est-à-dire que chaque pays fait un peu ce qu'il veut en termes de dépistage néonatal, et on y reviendra. Mais la France, qui a été pionnière dès 1972 avec la phénylcétonurie, a pris un peu de retard, mais on est en train de le combler actuellement. Le dépistage néonatal est aujourd'hui réalisé dans chaque grande région dans un centre régional de dépistage néonatal, l'ensemble étant coordonné par le Centre national de coordination du dépistage néonatal qui est situé au CHU de Tours. Alors vous rappelez fort justement que la première pathologie qui a été dépistée, c'est la phénylcétonurie. Qu'est-ce qu'on avait appris de cette expérience déjà ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de la phénylcétonurie, comme on va le voir, on va voir quelques éléments sur la diapositive suivante. Voilà, donc c'est bien un déficit en phénylalanine hydroxylase. Et la particularité, c'est que les enfants naissent sans anomalie, ils sont asymptomatiques à la naissance. Et du coup, par la suite, malheureusement, ces enfants vont évoluer avec une atteinte progressive majeure, avec une encéphalopathie, un déficit intellectuel et parfois même des troubles du spectre de l'autisme. Et du coup, le diagnostic est posé plus tardivement et malheureusement, le cerveau a déjà été intoxiqué par la phénylalanine et donc on est dans une situation irréversible. Et donc là où la phénylcétonurie et le dépistage néonatal de cette pathologie est devenu une maladie modèle pour le dépistage, c'est que par l'approche de ce dépistage au 3e jour de vie, on a pu faire le diagnostic avant l'émergence et l'apparition des signes cliniques et du coup instaurer rapidement, précocement un traitement pour éviter l'apparition des signes cliniques chez ces enfants dépistés. Alors, c'est un traitement qui est simple, qui se fait par un régime hypoprotidique, on va le voir ensuite, là, qui permet d'éviter l'apparition de cette déficience intellectuelle et de ces signes, et puis également à mettre en place en anticipation chez les femmes qui ont un désir de grossesse, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des risques d'embryophétopathie pendant la grossesse pour ces enfants. Et donc, comme le disait le professeur Lacombe, le dépistage a été débuté en 1972 et on estime environ aujourd'hui à 35 millions d'enfants, de nouveau-nés dépistés en France avec cette méthode. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution ensuite des pathologies qui ont été dépistées après la phénylcétonurie ? Oui, bien sûr. Donc, suite à ce modèle en 1972, il y a d'autres pathologies qui ont pris cet exemple. Donc, on peut citer, on va le voir un peu la liste des autres pathologies sur la diapositive suivante. Donc, l'hypothyroïdie congénitale, dès 1978, a repris un peu ce modèle de la phénylcétonurie en raison du risque lié avec une déficience intellectuelle et en l'absence de traitement et en l'absence de traitement hormonal substitutif. Donc, le dépistage néonatal a permis d'instaurer précocement ces traitements en cas de diagnostic d'hypothyroïdie. Puis il va suivre en 1980 l'hyperplasie congénitale des surrénales sur le même modèle. Il y a un risque dû à un déficit en aldostérone d'une perte de sel et puis de décès précoce. Et donc on peut instaurer de la même façon un traitement hormonal substitutif par hydrocortisone ou fludrocortisone. Ensuite, ça sera un peu plus tard la drépanocytose, initialement ciblée sur les populations les plus à risque d'origine afro-antillaise pour optimiser la prise en charge. Et puis maintenant, prochainement, vers 2024, va évoluer sur une généralisation de ce dépistage à l'ensemble des nouveau-nés. La mucoviscidose était un peu à part initialement puisque elle ne remplissait pas tous les critères de Wilson, notamment en termes de prise en charge thérapeutique, mais en tous les cas, le dépistage précoce permettait d'éviter d'une part l'errance diagnostique, mais également d'optimiser la prise en charge. Et on rentre d'autant plus maintenant dans ces critères de Wilson depuis maintenant 2021, puisqu'il y a des thérapies, notamment des trithérapies, qui sont bien efficaces et qui permettent d'être instaurées très rapidement chez ces enfants. La surdité, alors on sort un peu de ce cadre, mais il y a également la surdité néonatale depuis 2014, puisque ce n'est pas à proprement parler évidemment un dépistage biologique, mais par la réalisation de potentiels évoqués auditifs ou d'auto-émission acoustique chez les nouveau-nés, on a permis d'éradiquer la surdimutité dans le cadre de ce programme national qui a été très efficace.
Et puis, alors avec un peu de retard, mais maintenant on tend, comme le disait le professeur Lacombe, à mieux combler ce retard, notamment par de nouvelles maladies métaboliques très rares qui sont dépistées. La première qui est entrée dans cette nouvelle vague, c'est le déficit en MCAD. Alors, c'est ce qu'on appelle un déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne. Bon. Mais en tout cas, ça permet de ce dépistage de mettre en place de la même manière un régime assez simple, plutôt des mesures hygiéno-diététiques qui évitent des décompensations métaboliques et donc des risques de décès précoces. Comme vous l'avez dit, la France a été en retard, là, notamment par rapport à d'autres pays dans la mise en place du dépistage néonatal de d'autres maladies métaboliques. Mais clairement, les choses semblent avoir avancé très récemment et plutôt rapidement. Pourriez-vous nous préciser cela ? Oui, vous avez raison. Donc, prenant conscience évidemment de ce retard, là, il y a une nouvelle vague de nouveaux tests qui arrivent, donc notamment depuis le 1er janvier 2023, avec 7 nouvelles maladies métaboliques. On va le voir à l'écran. Donc, je ne vais pas toutes les lister, vous les voyez toutes avec des noms un peu techniques pour certaines, mais vous voyez donc cette maladie, ce qu'on appelle des erreurs innées du métabolisme qui sont très rares. Et cette nouvelle génération de dépistage a pu être permise par la dotation auprès des centres régionaux de dépistage de ce qu'on appelle des spectromasses, des spectromètres en tandem qui ont permis tout le dépistage de ces tests biologiques dans ces centres. Et puis aujourd'hui, donc maintenant, on arrive à 13 maladies dépistées si on intègre le dépistage de la surdité. Évidemment, on est encore bien loin de certains de nos confrères, et notamment européens, qui dépistent parfois jusqu'à 30 à 50 pathologies. Mais l'idée, c'est qu'il y aura encore, dès l'année prochaine, de nouvelles maladies, toujours dans cette dynamique qui seront encore dépistées pour qu'on essaye de combler petit à petit le retard accumulé durant les dernières années. Et donc, si je comprends bien, ces 13 pathologies et celles à venir, elles sont dépistables toujours par test sanguin. Alors oui, là on parle de termes techniques, on parle de spectromètre, on parle de maladies très rares avec des noms un peu complexes, mais finalement la pratique n'a pas évolué pour les familles et pour ces nouveau-nés. On reste sur un dépistage par quelques gouttes de sang à 3 jours de vie, donc les modalités, elles, ne changent pas dans la pratique. Alors, pour rester dans le côté pratique, en fin de compte, comment est organisé le dépistage néonatal en France ? Est-ce qu'il y a eu des changements ? Alors oui, merci de la question. Il y a eu un grand changement en France, un grand bouleversement dans le dépistage néonatal qui a eu lieu en 2018. En effet, jusqu'en 2018, toutes les anciennes régions françaises avaient une association loi de 1901, donc qui était en dehors un petit peu des structures des établissements de santé, qui coordonnait dans les anciennes régions donc le dépistage néonatal. En 2018, donc, il a été mis en place les nouvelles régions en France et par là même les centres régionaux de dépistage néonatal, donc, qui englobent l'ensemble de la nouvelle région avec généralement un seul CRDN par région. Quelques régions font exception, mais il y a globalement, depuis 2018, un CRDN par grande région française qui va coordonner donc l'ensemble du dépistage néonatal dans la région. Et donc, à l'époque, avant 2018, les associations de loi de 1901 étaient coordonnées par une autre association nationale loi de 1901 qui s'appelait l'AFDPHE. Alors pour les amateurs, c'était l'Association française de dépistage et de prévention des handicaps de l'enfant. Et aujourd'hui, la coordination est réalisée par ce qu'on appelle le CNCDN, un centre national de coordination du dépistage néonatal, et le CNCDN est actuellement localisé au CHU de Tours, et c'est donc ce CNCDN qui coordonne l'action de chaque CRDN, qui a bien sûr une dotation budgétaire ministérielle via les ARS. Existe-t-il d'autres projets de dépistage qui sont en cours de mise en place en France, et si oui, lesquels ? Bien sûr. Comme vous l'avez vu, et finalement grâce au dynamisme des plans nationaux maladies rares, notamment du 3e, la France essaye un petit peu de combler le retard qu'elle a pu avoir ces dernières années, puisque nous sommes maintenant à 13 maladies dépistées, et donc ça va dans le bon sens. Et cela reste une action majeure du futur plan national maladies rares,
d'augmenter le dépistage néonatal afin d'aller plus finalement vers la prévention à visée thérapeutique, donc qu'elle soit primaire ou secondaire. Donc je dirais qu'il y a 3 types d'approches aujourd'hui envisagées en France. Il y a un projet pilote maintenant assez ancien qui était sur le SCID, sur les SCID, les déficits immunitaires combinés sévères, coordonnés par nos collègues de Nantes. Et ce projet pilote, auquel nous avions d'ailleurs participé, on était plusieurs régions françaises à participer, a été très positif au niveau de ses résultats, a permis d'identifier les bébés avec déficit immunitaire sévère, donc des bébés à risque de décès précoce en cas d'infection bactérienne, et grâce à une greffe de cellules souches hématopoïétiques précoces, a pu sauver les vies. Alors ce sont des maladies très rares, mais en fait, le dépistage néonatal systématique des SCID n'a pas encore été mis en place en France, mais va certainement l'être, on va y revenir, en 2025 avec la myotrophie spinale infantile. Le deuxième volet après le SCID, c'est celui des maladies métaboliques, les erreurs innées du métabolisme. Comme vous l'a dit Julien, donc on a beaucoup progressé grâce aux techniques biochimiques de dépistage par spectrométrie de masse en tandem. Il est prévu d'implémenter de nouvelles maladies métaboliques dans le programme du dépistage néonatal systématique, probablement dès 2024 ou 2025. Et puis il y a un groupe de maladies héréditaires du métabolisme qui questionne le dépistage néonatal depuis maintenant assez longtemps. C'est le groupe des maladies du lysosome, des maladies lysosomales. Notamment, il y a 2 maladies dans ce groupe qui méritent vraiment de se poser la question du dépistage néonatal en raison de l'intérêt précoce de la thérapeutique. C'est la maladie de Pompe et la mucopolysaccharidose de type 1 ou maladie de Hurler. Donc, dans ce cadre des maladies lysosomales, il y a un programme pilote qui est en cours avec nos collègues de Rouen, le professeur Soumeya Bekri, pour valider cette approche de dépistage néonatal et l'intérêt d'une mise en place précoce au traitement, puisque dans ce groupe des maladies lysosomales, la plupart des maladies bénéficient d'un traitement par enzymothérapie substitutive. Enfin, et nous allons y arriver, finalement, il y a un groupe des maladies génétiques pour lequel on peut envisager un test génétique d'emblée, et notamment, bien sûr, le programme pilote que nous développons sur la myotrophie spinale infantile. Merci pour toutes ces précisions. La myotrophie spinale infantile, c'est une pathologie dont tout pédiatre a entendu parler au cours de sa formation, de par sa gravité, mais aussi de par l'actualité récente. Néanmoins, ça ne me paraît pas inutile de faire un petit rappel pour qu'on s'entende bien sur ce dont on parle, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Évidemment, donc, comme vous allez le voir sur la diapositive suivante, finalement, la myotrophie spinale infantile, ou SMA, qui est l'acronyme anglo-saxon, vous voyez, on met le seuil de la maladie rare à 1 sur 2000. Donc, vous voyez, on est sur de la maladie rare, évidemment, mais qui est quand même relativement fréquente par rapport à ce que nous, on peut voir en génétique ou même en pédiatrie de nos jours. Et donc, finalement, c'est une maladie, ce qu'on appelle autosomique récessive, à savoir que il faut que chacun des 2 parents soit porteur, entre guillemets, sain d'une anomalie et qu'ils la transmettent chez leur enfant. Ça consiste à une perte du motoneurone de la corne antérieure de la moelle, et ce qui va aboutir à une paralysie progressive chez ces enfants jusqu'à une atteinte respiratoire et alimentaire, et à associer une hypotonie extrêmement sévère, aboutissant dans les formes, ce qu'on appelle les plus sévères, donc les types 1, on va le voir, il y a 4 types différents finalement, classé par gravité, avec un 4e type qui est plutôt le type adulte, mais finalement dans la forme qui est la forme majoritaire, le type 1, dans 80%, avec un décès très très précoce de par cette atteinte progressive, dans 80% des cas dans la première année et demie de vie. Et donc, sur le plan génétique, c'est une pathologie qui est assez particulière. Vous allez le voir juste après sur l'écran, puisque c'est le gène SMN1 qui est connu aujourd'hui impliqué dans cette pathologie et qu'on retrouve au niveau de la survie du motoneurone, il est localisé sur le chromosome 5. Et finalement, dans 98% des cas, donc comme je vous le disais, les 2 parents sont porteurs d'une altération dans ce gène, ils sont chacun hétérozygotes. Et dans 95% des cas, il s'agit d'une délétion, c'est assez particulier, une délétion au niveau de l'exon 7, donc le nouveau-né a de chacun de ses 2 parents, donc on parle d'homozygosie. Et la particularité ici, c'est qu'il y a un autre gène paralogue, vous le voyez sur cette représentation du chromosome juste à côté, qui s'appelle SMN2, et qui lui est rendu finalement peu fonctionnel de manière physiologique par un épissage alternatif avec un saut de l'exon 7.
Mais finalement, quand vous êtes dans une situation de la pathologie, vous n'avez plus l'expression de cet exon 7 chez ces enfants au niveau de SMN1. Et donc, la sévérité de la pathologie va être liée au niveau d'expression résiduelle de cet exon 7 au niveau des SMN2, qui va être lié au nombre de copies fonctionnelles au niveau du gène. On peut avoir jusqu'à 8 copies SMN2, bon, c'est plus rare, et vous allez voir sur la diapositive suivante que finalement, il y a une bonne corrélation entre la sévérité de la pathologie et le nombre de copies SMN2 actives. Donc là, je ne vois pas très bien, vous voyez, si on a uniquement que 2 copies SMN2, finalement, ce qui est la majorité des situations en rouge ici à gauche, vous allez avoir la forme la plus sévère, qu'on appelle ça de Werning-Hoffmann, une forme légèrement moins sévère, mais quand même toujours infantile, un peu plus tardive, quand on a au moins 2 à 3 copies SMN2 pour la majorité des cas, et 3 voire 4 copies ici en violet à droite pour la forme de Kunkelberg-Wellender, pour les formes de l'enfant avec meilleure espérance de vie. Voilà. Donc tout l'intérêt de ces cas de type, vous voyez tout l'intérêt de ce dépistage néonatal, et on va le voir pourquoi juste après, c'est de pouvoir mettre en place des thérapies précoces de par la sévérité et la précocité de l'atteinte et du décès chez ces enfants. Donc vous venez d'évoquer finalement les raisons qui ont poussé à la mise en place d'un programme pilote de dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale infantile. Est-ce que vous pourriez donner quelques précisions sur ces raisons ? Bien sûr. Alors, il y a différentes raisons qui ont poussé à mettre en place ce programme pilote sur le dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale infantile. Il faut rappeler qu'on a travaillé sur ce projet durant au moins 3 années avec une association de patients qui est bien connue, puisqu'il s'agit de l'AFM Téléthon. Et je crois qu'il est important de souligner le rôle des associations de patients, parce que sans eux, je pense qu'on aurait eu du mal à aller jusque-là. Alors je dirais qu'il y a 3 groupes peut-être de raisons de mettre en place, de proposer ce dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale infantile. Premièrement, bien sûr, la révolution thérapeutique, et donc depuis environ, on va dire, enfin pas tous les médicaments ont 4 ou 5 ans, mais depuis plusieurs années, sont apparus, cette maladie neuromusculaire sévère, comme vous en a parlé Julien, sont apparus aujourd'hui 3 médicaments qui permettent une prise en charge thérapeutique assez spectaculaire. Le premier de ces médicaments sur le marché est le nusinersen, qui est un oligonucléotide antisens, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire un médicament qui va permettre finalement de remettre en fonction, de refonctionnaliser le gène paralogue SMN2 de cette région dupliquée de notre génome, qui est donc mis au repos par cette excision de son exon 7. Et finalement, cet oligonucléotide va permettre de rattacher en quelque sorte l'exon 7 avant qu'il soit délété. Cette première approche disponible, qui est finalement une forme de thérapie génique par oligonucléotide, nécessite cependant des injections intrathécales répétées chaque année. Le deuxième médicament arrivé sur le marché est une vraie thérapie génique, donc avec un vecteur de type AAV9 et qui s'appelle le Zolgensma. Et donc là, il s'agit d'une seule injection, une seule perfusion qu'on va administrer à ces enfants. Et le troisième médicament est un médicament Peros, le Risdiplam, est un médicament donc qu'il faut prendre tous les jours, Peros, et qui est un médicament qui en fait va agir au niveau de l'épissage, là aussi, concernant ce fameux exon 7 qui est délété. Donc le premier argument majeur, ce sont les progrès thérapeutique spectaculaire dans la maladie, on va dire la révolution de la thérapie génique qui est aujourd'hui actuelle dans l'amyotrophie spinale infantile, à condition de traiter tôt. Et c'est le deuxième argument, c'est-à-dire que l'amyotrophie spinale infantile remplit complètement les critères de Wilson dont je vous ai parlé précédemment, à savoir la maladie est bien connue, son histoire naturelle, il y a un test génétique extrêmement fiable par technique de génétique moléculaire et des traitements extrêmement efficaces à condition d'être donnés tôt. Et troisièmement, il a été démontré dans de nombreuses études internationales que le bénéfice de la maladie était extrêmement meilleur. Vous voyez ici une de ces études, et finalement les courbes bleues
et verte que vous voyez au-dessus, c'est une échelle de motricité, sont les enfants qui ont été traités dès la période néonatale, et vous voyez que ces enfants gardent une motricité normale, alors que ceux qui sont traités plus tard, au moment finalement où les symptômes apparaissent, donc à quelques mois de vie, 3, 6 mois, ces enfants ont déjà perdu leurs motoneurones. Donc la prise de médicaments va permettre une survie, mais le plus souvent chez des enfants grabataires. Et le dernier argument, mais qui n'en est pas un, qui est là la vraie vie, et que ce médicament est déjà disponible dans de nombreux pays, comme vous le voyez ici, aux États-Unis, au Canada, en Australie, à Taïwan, au Japon, au Qatar. Et si on regarde la carte de l'Europe, quand même, qu'on va voir tout de suite, il y a quelque chose qui devrait vous marquer. Les pays en vert sont les pays qui ont mis en place le dépistage néonatal déjà, et vous remarquerez que la Russie et l'Ukraine, en guerre, a mis en place le dépistage néonatal de l'amyotrophisme infantile. Donc je pense qu'il est temps et il est important que la France le mette en place. Clairement, les arguments sont au vert. Et de ce fait, en quoi consiste le projet d'EPISMA ? Alors ce projet pilote d'EPISMA concerne 2 régions. La région Grand Est avec le professeur Vincent Logel qui est neuropédiatre, et la région Nouvelle-Aquitaine avec Bordeaux. Donc c'est un programme pilote qui court sur 2 ans. Donc nous comptons, il y a environ 55 000 naissances par an dans chacune de ces 2 grandes régions françaises, c'est-à-dire qu'on va tester environ 220 000 bébés. La prévalence est d'environ 1 sur 8 000, donc si vous faites un calcul, on devrait dépister environ 32 bébés durant ces 2 ans, 32 cas positifs. Et si on regarde maintenant comment se réalise en pratique ce dépistage néonatal, donc le prélèvement sanguin qu'on fait de moins en moins en pressant le talon de ces pauvres nouveau-nés, on fait plutôt un vrai prélèvement par une épicrânienne sur la main ou ailleurs. Donc ce prélèvement sanguin va arriver sur un buvard spécial au centre régional dépistage néonatal. Il va aller ensuite au laboratoire de génétique moléculaire. Et grâce à ce programme, on a pu mettre en place à Bordeaux et à Strasbourg un laboratoire de génétique moléculaire dédié au dépistage néonatal. Lorsqu'un bébé est dépisté positif, le résultat positif revient au CRDN qui va prévenir notre référent neuropédiatre de la filière neuromusculaire cette fois-ci, qui va contacter les parents, les voir, reprélever l'enfant pour confirmer le diagnostic et, très important, comme le disait Julien, doser le nombre de copies du gène SMN2 qui conditionne un petit peu le pronostic. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les 3 médicaments ont l'autorisation pour le traitement présymptomatique des types 1, 2 et 3 jusqu'à 3 copies du gène SMN2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dépiste un nouveau-né avec 4 copies, c'est ce qui s'est produit sur un des 4 bébés qu'on a dépistés, eh bien, on ne peut pas le traiter d'emblée, on va se contenter de le surveiller. Donc, nombre de copies, une fois qu'on a ce résultat qui revient du laboratoire de référence de la maladie, eh bien, on passe ce dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire, en RCP, pour identifier le traitement à administrer à l'enfant. Et donc, de ce programme qui en est maintenant à ses 9 mois d'existence, est-ce que vous êtes en mesure de faire un premier état des lieux ? Donc tout à fait, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce programme a débuté en fait en décembre 2022 à Strasbourg et en janvier 2023 à Bordeaux. On constate qu'il marche très bien. C'est-à-dire qu'on a une excellente exhaustivité et une très bonne faisabilité, puisqu'on a une exhaustivité aux alentours de 92% des nouveau-nés. Donc finalement, on démontre la faisabilité de ce programme par test génétique d'emblée. Et finalement, on a une incidence qui est concordante à celle qui était attendue, puisqu'on a dépisté notre premier nouveau-né au bout d'un peu plus de 7600 buvards. Donc pour une incidence estimée entre 7 000 et 1 sur 8 000, on est à peu près parfait. Et je voudrais vous montrer le cas quand même de ce premier bébé dépisté qui a été dépisté à l'hôpital de La Rochelle
et que donc nous avons traité au CHU de Bordeaux parce que c'est une belle histoire à vous raconter. Pour ce programme, nous avons dû signer une convention avec l'ensemble des maternités des 2 régions. C'est-à-dire les 82 maternités sur les 2 régions, une quarantaine sur chacune des 2 régions, a dû signer une convention avec nos 2 CHU. L'hôpital de La Rochelle, où est né ce bébé, cette petite fille, a signé la convention 48 heures avant. Les parents ont accepté de rentrer dans ce programme pilote. L'enfant a été dépisté, comme vous le voyez, positif à 10 jours de vie. On l'a passé en RCP, on l'a revu rapidement, on a confirmé, en plus 3 copies du gène SMN2. Et donc ce bébé, on a pu l'injecter à 27 jours de vie. C'est-à-dire que cet enfant, alors certes, il a 3 copies, donc ce n'est pas vraiment un Wernig-Hoffmann qui allait décéder en moyenne entre l'âge de 1 à 2 ans. Il serait décédé probablement à quelques années de vie. Mais aujourd'hui, ces bébés, et on a l'expérience de nos collègues belges, notamment de Liège, avec le professeur Laurent Servet, qui montre des images, des films de ces enfants à l'âge de 5-6 ans qui courent, qui montent les escaliers. Et donc ces enfants, cette petite fille qui aurait dû mourir à quelques années de vie, grâce à cette injection unique à 3 semaines de vie, devrait avoir une vie, en principe, relativement normale. Bien sûr, on va suivre ça de près. Donc pour vous donner un état des lieux précis au temps T, nous avons aujourd'hui dépisté 4 enfants en tout, une enfant avec 4 copies d'SMN2, donc que nous surveillons, cette petite fille avec 3 copies que nous avons injectées à 27 jours de vie, et 2 petites jumelles avec 2 copies que nous avons injectées plus tôt, puisque nous avons pu les injecter les 2 à 18 jours de vie au CHU de Bordeaux. Donc c'est vraiment un message d'espoir pour le dépistage néonatal, puisque on démontre la faisabilité et finalement l'intérêt du traitement précoce n'est plus à démontrer, il a été démontré dans de grandes études internationales. Alors, une petite remarque pour finir sur cette question, pour dire que quand même, ça nous oblige à une réflexion de l'organisation de la génétique médicale en France. En effet, on est habitué à travailler sur des maladies rares génétiques et là, on se retrouve à dépister 700 000 bébés si on nationalise le programme par an. Et aujourd'hui, l'ensemble des laboratoires de génétique fait environ 450 000 analyses par an. Donc on passe finalement les analyses de génétique moléculaire à une autre échelle avec environ 200 analyses par région et par jour sur une seule maladie. Mais c'est important, je pense qu'on est au moment où il faut prendre ce virage en termes de santé publique sur le dépistage néonatal par technique de génétique moléculaire. Et donc, plus largement, vous avez rappelé finalement que ça va peut-être impliquer d'autres maladies génétiques rares. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours, par exemple, à l'échelle non pas nationale, mais européenne ? Alors bien sûr, donc ce projet d'EPISMA tente à faire la preuve donc, de la faisabilité du dépistage néonatal par technique de génétique moléculaire d'emblée. Il faut rappeler que d'ailleurs, on a dû, pour mener à bien ce programme pilote, à avoir une petite révision. Dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, on a dû effectivement adjoindre un paragraphe sur cette possibilité de dépistage néonatal par technique de génétique moléculaire. Donc on est en train de démontrer l'intérêt et la faisabilité. Et bien sûr, à l'heure où, depuis le temps qu'on en parle, on voit la révolution de la thérapie génique apparaître. On estime que dans les 2 ans qui viennent, 20 à 50 thérapies géniques devraient avoir l'autorisation de mise sur le marché en France. Donc aujourd'hui, on y est. Donc bien sûr que d'autres maladies, et il y en a déjà des maladies qui auraient un intérêt à avoir un dépistage néonatal précoce pour une injection précoce de thérapie génique. Donc bien sûr que ça va se développer. On peut regretter, comme je le disais, l'absence d'harmonisation, notamment au niveau de l'Union européenne, et j'espère qu'un jour, peut-être, il y aura une réflexion sur ce sujet. En attendant, les progrès, comme vous le savez, du séquençage génétique par technique de séquençage nouvelle génération à haut débit sont très prometteurs et je remercie Laurence Fèvre d'abord de nous recevoir à Dijon
et ensuite d'être présente pour nous parler de son projet très passionnant de dépistage néonatal par séquençage génomique. Alors, avant finalement de changer un petit peu de thème, après ce rappel assez complet sur le dépistage néonatal et montrer un exemple de finalement ce qui se fait plus récemment, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le chat et on sera un plaisir d'y répondre à la fin du topo. Laurence, on vient d'évoquer finalement le temps qu'il peut y avoir entre la disponibilité d'un traitement révolutionnaire et la possibilité de généraliser déjà le dépistage néonatal pour une pathologie donnée. On vient d'évoquer la possibilité d'étendre ce dépistage néonatal à d'autres pathologies génétiques. Pensez-vous que ce type de projet, finalement, est attendu, que ce soit par les professionnels et plus largement par le grand public ? Alors c'est une bonne question, effectivement, on se l'est posé, on a toujours été intéressé par l'arrivée du séquençage au débit et les implications pour les patients atteints de maladies rares. Et c'est vrai qu'on s'est dit, à peu près en 2019-2020, que le prochain enjeu allait être l'arrivée, le besoin de séquençage au débit dans le dépistage néonatal. À cette époque, en 2019-2020, il n'était absolument pas concevable de mettre en place un projet pilote qui aurait cette ambition. Donc on s'est plutôt tourné vers l'idée de concevoir un projet d'acceptabilité au niveau des professionnels et de la population, des personnes concernées. Donc on a conçu un projet qui s'appelle CEDEN, qui a déjà étudié, interrogé beaucoup de professionnels qui gravitaient autour du dépistage néonatal, donc surtout des pédiatres, des obstétriciens, sages-femmes, généticiens, conseillers en génétique, pour voir quels sentiments ils avaient par rapport à cette évolution potentielle pour l'avenir. Finalement, les résultats de l'enquête ont montré qu'ils étaient plutôt très favorables, conscients du virage qui allait s'opérer dans les années à venir et favorables à ce que cette extension puisse se faire, en particulier pour les pathologies traitables à début précoce. On a également interrogé les personnes concernées, donc les couples, soit à la maternité, soit par des couples qui avaient des enfants de moins de 3 ans, donc qui étaient quand même concernés dans on va dire un périmètre proche par la question, et par un institut de sondage. Et puis tout ça a été également complété par des entretiens. Et on a pu montrer qu'on avait également une très grande adhérence du public, avec une attente de connaître des résultats pour des pathologies qui seraient traitables à début précoce, mais également, et qui finalement était un profil presque plus important, avec une demande qui allait au-delà, qui pouvait également concerner des pathologies à début plus tardives et pas forcément avec un traitement obligatoire, mais finalement être plus dans un processus d'anticipation. On s'est également intéressé de savoir si le fait que ce soit des tests génétiques était perçu comme gênant par les personnes, et finalement pour eux, que ce soit génétique ou pas génétique, ça ne changeait pas grand-chose. Et quelle suite avez-vous donné à cette enquête qui offre déjà beaucoup d'informations ? Oui, alors cette enquête, on a pu progressivement la présenter au fur et à mesure des résultats que l'on obtenait. Et là, on a été complètement rattrapé par le temps. On n'aurait pas pensé maintenant être dans la phase de discuter d'un projet de mise en place. Mais il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été un gros tournant. Alors, les intervenants précédents, Didier et Julien en ont parlé, la thérapeutique qui a beaucoup évolué. C'est vrai que imaginer qu'on pouvait voir traiter un enfant avec amyotrophie spinale infantile, c'était quelque chose qu'on n'envisageait pas. Et ça a été vraiment une démonstration du champ des possibles. Et d'autres exemples, effectivement, qui ont suivi ou ont précédé, qui ont changé les choses. Et finalement, 2022 a été, sur le plan, dans notre communauté scientifique, un peu jugé comme étant une année pivot par rapport au traitement des maladies rares. En parallèle, il y a eu aussi quelque chose d'assez... qui était également attendu, mais entre des fois ce qui est
prévu et ce qui arrive peut être un petit peu différent. Il était annoncé qu'il allait y avoir une baisse dramatique des coûts du séquençage du génome. Et finalement, on a eu effectivement l'annonce de l'arrivée d'un génome à 200 € qui, du coup, pouvait rendre possible le fait de discuter de la mise en place de pilotes. Conjointement à tout ça, il y a eu la mise en place également de nombreux pilotes au niveau international qui avaient pour rôle justement d'évaluer l'extension du dépistage néonatal par des techniques de génomie qui pouvaient être par des techniques de panel de gènes, d'exomes ou de génomes ciblés sur une liste de gènes. Et on en dénombre actuellement 22, dont un projet qui a déjà vu terminer ses inclusions, le projet chinois avec 30 000 nouveau-nés, et puis d'autres projets qui ont maintenant débuté leurs inclusions et d'autres qui sont également en préparation au même stade que le projet français ou en gestation encore. En parallèle, on a eu aussi les patients qui ont fait connaître leur point de vue, peut-être quelque chose qui a été qu'on a pu réaliser, qui était on avait une petite crainte au départ, qui était de se dire finalement, est-ce que donner un diagnostic très précoce au moment de la mise en place de la relation parent-enfant, est-ce que ça n'allait pas être un choc pour les familles? Est-ce qu'il ne fallait pas finalement leur laisser un temps de tranquillité avant de donner des résultats d'une maladie grave et chronique? Et finalement, les familles, les représentants des familles, les associations nous ont fait savoir que l'errance diagnostique est quelque chose d'absolument terrible et que de toute façon, des chocs, des difficultés, ils en ont au moment des attentes et puis au moment du diagnostic, même si les signes ont débuté, et que finalement, il valait mieux pour eux une annonce précoce avec l'idée d'un traitement derrière, d'une prise en charge directement dans un centre référent qui connaît bien la pathologie, et ont encouragé effectivement à ouvrir un dialogue très sérieux là-dessus. Et puis en sachant qu'il y avait également des études de recherche qui nous permettaient de voir que pour une pathologie donnée dépistée dans certains pays en néonatal versus diagnostic plus tardif, le taux de dépression des parents était moins important quand on faisait un dépistage néonatal. Donc du coup, conception, mise en place d'un projet pilote. Pourriez nous en dire un peu plus sur ce projet pilote, justement ? Oui. Alors ce projet pilote, il s'appelle Périgénomède. Il a été conçu comme un véritable projet de santé publique avec pour but d'amener les premiers éléments concrets sur la pertinence d'un dépistage néonatal génomique en France, avec tous les aspects de validité analytique, clinique, utilité clinique, et puis tout ce qui est enjeux psychosociaux, éthiques et économiques. Le travail s'est fait un petit peu sur le même principe que Didier nous a montré tout à l'heure, sur des régions, cette fois avec une implication autour de FHU, tournée sur la génomique, dont notre FHU en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle Translad, et puis la FHU Génomède qui regroupe les centres de génétique de l'interrégion Ouest. On a souhaité aussi intégrer dans l'aventure toutes les parties prenantes autour du dépistage néonatal, les établissements de santé, les sociétés savantes et des associations de patients, et puis bien sûr la Société française de dépistage néonatal, qui est une société clé dans l'organisation du dépistage néonatal. Donc on a assez vite vu que identifier des financements pour un projet de cette envergure allait être compliqué. Donc on a découpé le projet en deux phases. Une phase avec 2500 nouveau-nés, qui est une phase, on va dire, de faisabilité technique, également d'acceptabilité et d'organisation des circuits, qui devrait débuter en 2025, et puis après une autre phase qui est plus un petit peu sur un modèle comme Didier vous a présenté récemment, un petit peu sous la forme d'un préfigurateur,
dont le périmètre est encore à déterminer et qui, là, devrait faire au moins 20 000 bébés pour pouvoir arriver finalement aux conclusions utiles, dont les questions médico-économiques. Et savez-vous quel type de pathologie vous allez tester dans ce projet ? Alors, les questions de la liste de gènes est vraiment une question centrale dans l'ensemble des projets pilotes, et de savoir quelle pathologie dépister, jusqu'où aller, quelles barrières se donner. Finalement, une grande majorité des projets pilotes à l'international ont opté vers des pathologies à début précoce, avec une barre qui est en général autour de l'âge de 5 ans, même si c'est une barre qui peut pas être si stricte, parce qu'on sait très bien qu'on a beaucoup de pathologies qui peuvent débuter avec un âge de début qui peut être très variable. Il y a aussi beaucoup de débats autour du côté est-ce que les pathologies doivent être tous traitables, avec quelque chose de très révolutionnaire comme Didier et Julien l'ont montré juste avant, ou bien est-ce que parfois avoir une action, avoir un diagnostic précoce, permettre un conseil génétique, permettre d'être bien orienté, permettre d'éviter l'errance diagnostique, doit être éventuellement quelque chose que l'on doit prendre en compte. Tout ça, c'est des choses dont on peut s'autoriser de se poser la question dans le cadre de projets de recherche. Et donc, finalement, comme beaucoup d'autres projets, on a fini par se dire que d'avoir une liste de pathologies traitables et une liste optionnelle que les parents pourraient choisir de demander ou pas, de pathologies actionnables qui permettraient aussi de se mettre d'accord plus facilement, était finalement une bonne option. L'avantage qu'on peut avoir de partir un peu plus tard, c'est qu'il y a un partage très important au sein des différents projets pilotes qui ont partagé leur liste. De façon très très surprenante, il y a seulement une 60aine de pathologies, parce qu'en moyenne, les projets regardent facilement autour de 400 gènes ou maladies. Et finalement, il n'y en a que 60 en commun, ce qui est totalement inattendu. On s'attendrait quand même à ce qu'il y ait une liste de base qui soit quand même assez similaire. Et au total, il y a jusqu'à 3000 différents gènes qui sont dans au moins une liste. Donc c'est pour dire que la vision de ce qui devait être dépisté est quand même très très variable suivant les projets. Donc on est en France, il est aussi important que nos filières de santé soient complètement en accord avec ce qu'on va faire tous ensemble. Et donc l'idée, c'est de mettre les filières de santé au centre de cette action de liste de gènes, et que chaque filière, effectivement, choisisse ce qui leur semble être logique de mettre dans la liste des pathologies traitables et actionnables. Et donc ce travail-là est actuellement non terminé et devrait être réglé dans les mois qui viennent. Est-ce que les associations de patients sont également concernées dans ce processus de réflexion ? Oui, complètement. Donc, les associations de patients font connaître un petit peu leurs souhaits. Et c'est vrai qu'on a des associations de patients qui se sont déjà mobilisées en nous faisant savoir, pour certaines pathologies qui peuvent être traitables à début plus tardif, qu'ils aimeraient que leur pathologie soit inclue, parce que sinon on avait effectivement des errances diagnostiques et des risques parfois de décès avant le diagnostic. Donc c'est des choses qu'on entend, mais il y aura plusieurs phases de toute façon dans les réflexions, et peut-être qu'il faut débuter avec un projet qui va être pensé d'une certaine manière et qui pourra évoluer avec le temps en fonction de l'expérience qu'on aura pu avoir. Et est-ce que cette étude, elle pourrait remplacer le dépistage néonatal classique actuel ? Alors non, l'idée, on sait actuellement que ça serait une erreur de le faire, puisque on sait qu'on n'est pas capable de tout interpréter. Au niveau génétique, effectivement, je ne vous ai pas précisé que le but vraiment dans ce projet pilote, c'est de ne pas dépister d'avoir le moins possible de patients qui seraient des faux positifs.
Donc des patients à qui on va d'ailleurs des familles plus que des patients, parce que tout le monde va bien à ce moment-là, où on rendrait un résultat de maladie rare qui n'existerait pas parce qu'on aurait mal interprété les variations, serait quelque chose d'assez dramatique pour ce type de projet. Si jamais c'est quelque chose dont on s'attend dans les risques potentiels, mais qu'on voudrait minimiser le plus possible, et donc rendre essentiellement des variations qui vont être pathogènes de façon certaine. Ce qui veut dire que si on décide de ne pas rendre des variations qu'on a du mal à interpréter, qu'on appelle des variations de signification incertaine, ça veut dire qu'on va passer à côté de certains diagnostics. C'est le choix actuel qui est de se dire on passera à côté de certaines pathologies, on ne prend pas de risque puisqu'il y aura le dépistage toujours courant que l'on fait dans la population générale et qui fait qu'une personne qui décidera de participer à ce projet n'aura pas de perte de chance. Et donc, si je comprends bien, ça consiste en reprendre un deuxième buvard, mais même pas forcément de deuxième prélèvement. Exactement, voilà, c'est deuxième buvard qui va arriver, qui va être prélevé en parallèle et puis envoyé sur les lieux du projet. Un peu le même principe que ce que Didier a pu nous montrer pour Dépisma. Alors c'est vrai que ce projet il paraît très enthousiasmant, on voit bien qu'il y a une attente, que le public semble prêt en tout cas à l'envisager, mais il y a un truc dont il faut parler, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que c'est réaliste en termes de coûts, à la fois financiers mais aussi en termes de ressources humaines, puisque c'est toujours la discussion cruciale pour mener à bien ce type de projet? Alors c'est vrai que c'est une vraie préoccupation, surtout dans une période actuelle de tensions sévères au niveau de la santé et des établissements, où il y a des nécessités d'arbitrer des coûts, donc c'est certain. Là, le dépistage actuel, il coûte 17 €. On a vu qu'un séquençage du génome, ça serait 200 €, mais sans compter effectivement la structuration autour qui rendra ce dépistage un peu plus cher. Donc tout l'enjeu va être de savoir si jamais le fait de mettre en place ce dépistage va être économiquement viable. Est-ce que par la baisse de coûts des handicaps générés, est-ce que ça sera intéressant de le faire, même si parfois il peut y avoir des choix de santé qui ne sont pas forcément rentables parce qu'ils sont importants. Et ça, tout est à démontrer. C'est bien le but des projets pilotes. Et l'intérêt, c'est que ces projets pilotes ne vont pas se faire de façon isolée. Ces projets pilotes sont vraiment structurés au niveau international dans le cadre d'un consortium qui s'appelle ICONS, qui réunit les différentes initiatives avec beaucoup d'échanges. Et encore une fois, comme certains projets sont plus avancés, on va pouvoir aussi apprendre de ce qu'ont fait les autres. Mais c'est vrai que d'ores et déjà, il y a une certaine préoccupation au sein du groupe sur l'avenir que pourra avoir ce type d'initiative, les choix qui vont être faits au niveau de la santé. Et c'est vrai qu'on peut quand même souligner le projet anglais où le gouvernement en Angleterre a décidé de mettre un budget de 105 millions de livres pour déployer le dépistage néonatal, 100 000 bébés, avec un programme de suivi extrêmement ambitieux sur le plus long terme, c'est-à-dire qu'un enfant qui n'aura pas été dépisté et qui développera plus tard une pathologie pourra avoir une réanalyse de ses données, etc. Donc c'est vraiment des projets qui sont dans une perspective vraiment de médecine de demain. Je crois que là, il faut bien être conscient qu'on n'est pas en train de parler maintenant de mettre en place, contrairement à Dépisma où on doit mettre les choses en place de façon évidente. Là, on est en train de parler d'un projet pour préparer l'avenir qui va être sûrement inéluctable par l'amélioration des thérapeutiques. Mais effectivement, il va y avoir bien sûr des questions de ressources humaines qu'il faut qu'on anticipe tous autant qu'on est, avec un avantage en France quand même, qui est d'être très structuré
en centre de référence maladies rares, filière de santé maladies rares, qui va rendre du coup assez fluide la prise en charge des personnes. Et c'est vrai qu'on peut faire référence à nos collègues qui ont débuté, qui nous disent quand même que certes ça rajoute des consultations plus tôt, mais que pour des enfants qui vont être traités, ça va être des consultations qui vont être beaucoup moins lourdes et puis moins de consommation de soins après. Très bien. Eh bien, merci à tous pour ces réponses très détaillées. On va maintenant passer aux questions du public. N'hésitez pas à les poser si elles vous viennent au cours aussi de la discussion qui n'est pas tout à fait terminée. Une question peut-être si on revient sur le diagnostic dépistage néonatal classique. Y a-t-il une égalité d'accès actuellement sur tout le territoire ? Oui, on peut dire que oui. Aujourd'hui, il y a une égalité d'accès sur tout le territoire, c'est-à-dire que l'ensemble du territoire français, effectivement, fait le dépistage néonatal des 13 maladies, plus le dépistage de la surdité. Alors c'est vrai qu'il y a eu des difficultés de mise en place dans certaines régions au niveau de certains départements d'outre-mer et au niveau de certaines régions françaises, notamment pour la surdité. Aujourd'hui, tous les départements français font la même chose, et donc on a une égalité effectivement en termes de santé, de dépistage néonatal sur l'ensemble des départements français. Et est-ce qu'il peut y avoir des faux négatifs dans le cadre du dépistage néonatal, actuel ou à venir d'ailleurs ? Alors les deux questions se posent. Et oui, c'est une bonne question parce qu'on peut avoir des faux négatifs et des faux positifs aussi, il faudrait dire. Alors je vais donner quelques exemples, ça sera peut-être le plus parlant. Faux négatifs. Par exemple, l'hypothyroïdie congénitale est dépistée aujourd'hui par le dosage de la TSH qui régule évidemment le métabolisme des hormones thyroïdiennes périphériques, T3, T4. Et en fait, donc, la majorité des hypothyroïdies congénitales de l'enfant sont des hypothyroïdies périphériques, des anomalies du métabolisme des hormones thyroïdiennes. Donc on se sert du dosage de la TSH qui va donc être élevé, on va déterminer un seuil. Mais finalement, on peut louper certaines formes d'hypothyroïdie centrale par ce dosage. Et de la même façon, en termes de faux positifs, dans l'hyperplasie congénitale des surrénales, donc là on reste vraiment dans les maladies historiques et classiquement dépistées en France, on s'est rendu compte il y a déjà des années qu'on avait un taux de faux positifs extrêmement important dans le dépistage néonatal de l'hyperplasie congénitale des surrénales, qu'on fait par le dosage de la 17-OHP, de la 17-hydroxyprogestérone. Et en fait, on a réalisé que c'était relié au terme du bébé et au poids du bébé. C'est-à-dire que les enfants prématurés, effectivement, avaient des seuils de 17-OHP très anormaux. Et donc, on faisait revenir des taux très importants de bébés, finalement, qui étaient des faux positifs. Et donc, il y a eu un ajustement du seuil de la variable biologique du dépistage néonatal. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins confronté, je ne dirais pas qu'on en a zéro, mais beaucoup moins confronté à ce type de faux positifs. Alors, si on va vers le futur, vers le dépistage néonatal par technique de biologie moléculaire ou de génétique moléculaire, finalement, le risque de faux négatifs, on pourrait dire, n'existe pas. Eh bien non, il existe aussi. Et donc, on prend l'exemple de la seule maladie qui est en cours aujourd'hui, donc la myotrophie spinale infantile. Comme l'a dit Julien, l'énorme majorité des mutations, des variants, comme on dit aujourd'hui, consiste en une délétion de l'exon 7 du gène SMN. Et donc, c'est ça qu'on va rechercher, et uniquement cela, c'est-à-dire la perte de l'exon 7. Mais on sait que dans un très faible pourcentage de cas, 4-5% des cas, on peut avoir une mutation ponctuelle dans le gène SMN. Donc, on va louper finalement ces rares cas d'amyotrophie spinale infantile par mutation ponctuelle et non pas par délétion. Donc là aussi, je dirais, rien n'est parfait. Et vraiment, j'insisterai, comme disait Laurence, qu'il faut limiter
au maximum le nombre de faux positifs pour éviter évidemment de stresser les gens les faisant revenir, et aussi de faux négatifs, parce que finalement l'objectif de l'aspect systématique du dépistage néonatal, c'est d'avoir une exhaustivité de ce dépistage néonatal. Si je comprends bien, les médecins et les pédiatres vont encore avoir un rôle dans le diagnostic tout de même. Bien sûr, heureusement, bien sûr. Et à contrario, alors ça concerne peut-être plus effectivement un dépistage, si on imagine par biologie moléculaire, est-ce qu'il serait possible de faire du diagnostic de pathologies finalement qui n'étaient pas recherchées, ou qui n'étaient pas dans le champ du dépistage? Ça, c'est peut-être plus une question pour Laurence. Alors, du coup, c'est pas le but de la manœuvre, puisque l'idée actuellement est de dépister des pathologies dont la liste a été bien définie, réfléchie, et donc pas des pathologies qui vont être à révélation plus tardive. Alors effectivement, on entend déjà parler, poser des questions sur, mais oui, mais on a telle pathologie, si jamais la pathologie n'est pas dépistée à la naissance, il n'y aura pas d'autres moments de le dépister. Après, je crois que pour des nouveau-nés qui bénéficieraient de ce dépistage néonatal étendu, donc déjà, il faudra attendre quelques années pour ça. Et après, ces pathologies à révélation plus tardive, c'est des pathologies qui débutent souvent à l'âge adulte, adulte âge moyen, souvent, et je dirais qu'on ne sait pas du tout de quoi sera fait la santé dans 40 ans. Hein. Peut-être que la génétique aura une place qui n'est pas celle qu'elle a maintenant, parce que je pense, Didier, qu'on n'aurait de toute façon pas pensé il y a quelques années qu'on pourrait avoir ce type de discussion aujourd'hui. On n'aurait jamais pensé. Moi, j'aurais jamais pensé de mon vivant y avoir accès à cette discussion. Tu as tout à fait raison. On peut quand même noter ces progrès, comme je le disais, quand même assez révolutionnaires et qui bénéficient au dépistage néonatal. Et thérapeutique comme génétique, parce que finalement, séquencer un génome, pour mémoire, ça a quand même pris 13 ans, coûté 13 milliards de dollars pour le premier génome. Et c'est vrai que d'avoir accès au génome en routine comme on l'a maintenant n'était pas quelque chose qui était effectivement attendu. Je crois qu'on a vraiment fait des progrès incroyables, comme tu dis, dans le diagnostic par le séquençage haut débit du génome aujourd'hui, qui est en routine, donc qui permet évidemment beaucoup de diagnostics. Et la révolution qu'on attendait depuis longtemps, thérapeutique, notamment via la thérapie génique, eh bien, on la voit aujourd'hui, on la voit arriver. Donc c'est quand même une période incroyable, je pense, en termes de progrès médicaux. Alors, la question peut paraître étrange, surtout quand on rappelle le bénéfice, mais peut-être certains se sont posé la question, peut-on le refuser, ce dépistage néonatal? Alors, bien sûr. Le dépistage néonatal, il doit être systématiquement proposé à tous les parents, mais il n'est en aucun cas obligatoire. Donc les parents peuvent le refuser. Alors honnêtement, dans le dépistage néonatal classique, on a un taux extrêmement faible de refus, moins de 1%, je dirais, globalement. Et même sur ce dépistage néonatal génétique, un peu nouveau, pour lequel donc on demande un consentement écrit aux parents, puisque on va faire une analyse de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, et bien là aussi, le refus est finalement relativement faible. Mais oui, on a malgré tout effectivement des refus. En aucun cas, on ne peut imposer, bien sûr, cette approche de dépistage néonatal aux parents pour leur enfant. On a également une question, alors qui est peut-être assez large, mais si on la cible sur le dépistage néonatal, c'est quels sont les moyens d'information actuellement ou de soutien aux familles, soit qui traversent ce dépistage avec toutes les interrogations et éventuellement le diagnostic, comment c'est organisé, comment les familles elles peuvent être soutenues et informées? Bien sûr, c'est extrêmement important. Alors, le moyen d'information, oui, on en a beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup de plaquettes. On a des plaquettes pratiquement sur chaque maladie. On a des plaquettes sur la pratique du dépistage néonatal. Et donc, on distribue. Donc, je rappelle qu'il y a une information qui est faite, bien sûr, aux parents.
le plus souvent d'ailleurs par les sages-femmes, qu'il faut féliciter de leurs actions dans les maternités. Et donc cette information est fournie aux parents et on a à notre disposition, via le Centre national de coordination du dépistage néonatal, tout un tas de plaquettes sur les différentes pathologies, mais aussi sur la globalité du dépistage néonatal, le prélèvement sanguin. Voilà. Donc on a, je dirais, à notre disposition tout un lot d'informations qu'on peut fournir aux parents. Ensuite, soutien des parents, vous avez raison. Et là, je crois qu'on revient, enfin je me base peut-être un peu sur le projet d'EPISMA de l'amyotrophie spinale infantile et la filière neuromusculaire. On a le soutien des associations de patients et que je voudrais là aussi dire l'importance des associations de patients dans le soutien aux familles et donc, comme je le disais, le rôle qu'a joué la FM Téléthon dans la mise en place de ce programme pilote de dépistage néonatal de l'amyotrophie spinale infantile. Et aujourd'hui, bien sûr, cette association est très présente pour soutenir les parents des enfants dépistés dans leur démarche et les accompagner, à condition, bien sûr, que les familles souhaitent aller vers cette démarche associative, ce qui n'est pas le cas de toutes les familles, mais quand elles le souhaitent, elles peuvent trouver là un soutien important. Merci beaucoup. On arrive au terme des questions qui étaient posées. Est-ce que peut-être Julien, Laurence, professeur Lacombe, vous auriez un point qui vous paraît important à rajouter ou on était déjà bien... Alors, ce que je peux dire, c'est qu'avant avant de faire ce projet dont on a parlé, préparer le projet français, on est intégré dans un projet européen qui s'appelle Screen for Care, qui avait pour objectif de mettre en route un dépistage néonatal, cette fois par panel de gènes, pas génome entier, sur une liste d'à peu près 250 pathologies traitables. Et ce projet est à échéance 2024. Donc avant le début du projet français qu'on fasse plutôt en 2025, eh ben, on va avoir effectivement cette expérience au sein d'un projet européen où il va y avoir 1000 nouveau-nés français qui vont participer à cette étude et qui vont nous permettre de nous mettre en route sur un circuit dès 2024. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce que je peux juste rajouter, nous, dans le cadre de notre projet d'EPISMA, on a aujourd'hui vraiment un soutien majeur du ministère, de la DGOS, de la HAS. D'ailleurs, on fait des réunions régulières mensuelles. Donc vraiment, le ministère est très intéressé par le développement de ce projet, l'a mis en priorité dans le prochain plan national maladies rares. Et je voudrais également signaler qu'on a aujourd'hui un soutien fort de l'ensemble de la communauté des dépisteurs, et donc de la SFDN, que c'était Laurence, bien sûr, mais aussi de l'ensemble de la communauté des neuropédiatres qui prennent en charge ces enfants. Et donc finalement, on a aujourd'hui une masse qui converge, bien sûr, vers l'intérêt de ce dépistage précoce et de tout le bénéfice, finalement, d'un traitement présymptomatique. Eh bien, un grand merci. Professeur Lacombe, je vous redonne la parole pour conclure ce webinaire. Bon, je voudrais vous remercier beaucoup, Marie, pour ce webinaire. Je voudrais vous remercier tous, et notamment, bien sûr, Julien d'abord de m'avoir accompagné, mais aussi Laurence et la filière Andirare avec l'ensemble de César et Laurent Desmougeot qui nous accompagnent. Je pense que la filière fait un grand travail dans le domaine des anomalies du développement. Donc juste pour vous rappeler que vous allez pouvoir revoir ce webinaire dans 15 jours sur le site de la filière et sur la chaîne YouTube de la filière, que vous pouvez déjà visionner les 4 précédents Handifocus qui ont été réalisés. Il y aura donc un 6e Handifocus par le CLAD Nord-Ouest de Lille sur les anomalies de membres qui aura lieu prochainement. Donc nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Vous voyez ici une répartition des différents centres de référence anomalies du développement sur le territoire. Et puis, il y aura une réflexion après cette première série de 6 Handifocus, à voir si on relance. Mais je crois qu'il y a un vrai intérêt à travailler, notamment avec nos sites constitutifs des centres de référence pour des prochains Handifocus. Donc finalement, je voudrais remercier également l'équipe web TV d'AgroSup
qui a mis à notre disposition ce studio et qui a géré la technique. Et pour finir, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à bientôt pour un prochain Handi Focus. Au revoir. Au revoir. Au revoir.